Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo sympatoche pour parler un peu des mécaniques de rattrapage ou des mécaniques d'outsider que Games Workshop essaie d'intégrer dans tous les jeux, et puis essayer de voir pourquoi c'est une bonne idée ou au contraire pourquoi ça pourrait être une mauvaise idée d'intégrer ce type de mécanique. Alors quand je parle de mécanique de rattrapage ou mécanique d'outsider, ce que je veux dire c'est des règles ou des missions qui donnent un bonus ou favorisent un peu le joueur qui est en train de perdre à un moment donné de la partie. Il y en a dans Warhammer 40 000, il y en a dans Age of Sigmar, il y en a dans Spearhead, il y a plein d'autres jeux qui ont ce type de mécanique aussi, que ce soit des wargames, des jeux de plateau, peu importe. À Warhammer, ces mécaniques changent régulièrement parce que Games Workshop a l'air d'avoir un peu de mal à les équilibrer et à trouver une solution qui fonctionne à la fois pour les parties amicales, mais aussi pour les parties compétitives. À 40 000, là, on va arriver sur la troisième version de ces mécaniques de rattrapage en 10e édition. On en a eu dans Léviathan, on en a eu dans Pariah Nexus, et elles vont encore changer dans la partie Chapter Approved, qui sera le nouveau pack de cartes. Age of Sigmar, la mécanique est restée la même dans la 4e édition, elle est aussi présente dans le format Spearhead sous une autre forme. Donc si on regarde un peu les itérations par lesquelles Games Workshop est passé pour ces mécaniques, ils ont commencé en 10e édition avec les gageurs. C'était des missions supplémentaires que le joueur perdant pouvait tenter de faire à la fin de la partie pour un gain de points de victoire potentiellement très élevé. À la fin du 3e round, vous pouviez décider, que vous soyez en train de gagner ou non d'ailleurs, de faire une gageur. Vous tiriez 2 cartes au hasard sur les 3. En fait, là, il y en a 4, mais il y en a une qui dit juste « je veux pas faire de gageur ». Si vous preniez pas celle-là, vous tiriez au hasard 2 cartes parmi les 3 et vous en gardiez que une, celle que vous préférez. À la fin de la bataille, si vous avez accompli cet objectif, vous gagnez les points de victoire bonus, c'était 30 points de victoire systématiquement par carte. Par contre, vous ne pouviez plus marquer 2 points d'objectif primaire jusqu'à la fin de la partie. Donc ça veut dire que tour 3, tour 4, vous marquez plus de points de primaire du tout, ce qui fait que vous preniez vraiment cette mécanique que si vous étiez sûr que vous alliez contrôler 0 objectif. En général, ça voulait dire que l'adversaire vous avait complètement lavé de la table ou que vous étiez complètement hors de position, mais ça veut dire que vous étiez vraiment en train de perdre très fort si vous décidiez de prendre ça, puisque 2 tours de scoring, dans pas mal de missions, ça peut valoir 15 points plus 15 points, ou au moins 10 plus 10, donc vous sacrifiez 20 pour gagner 30 sur un résultat très aléatoire. Pour bien vous expliquer pourquoi la mécanique ne pouvait de toute façon jamais vraiment marcher, voilà les gageurs que vous pouviez choisir. D'abord il y en avait une, c'était mettre des unités à 9 pouces d'un angle du champ de bataille. Vous jetiez 2d6 à la fin du dernier round et vous ajoutiez 1 à votre résultat par angle du champ de bataille avec une unité dedans. Si vous faisiez 12 ou plus, vous marquiez 30 points de victoire. Il n'y a que 4 angles du champ de bataille, on compte les angles, pas les unités, donc il vous fallait de toute façon, même si vous aviez réussi à mettre une unité dans chacun des angles, qu'il vous restait 4 unités sur la table au dernier tour, il vous fallait un 8 ou plus, donc c'était moins de 50-50 pour marquer 30 points de victoire. Sinon, vous aviez la possibilité d'essayer d'évacuer vos unités, vous preniez la moitié du nombre d'unités restantes de votre armée sur le champ de bataille, ou 4 en fonction de ce qui était le plus bas, le plus élevé. À la fin de la partie, chaque unité restante, entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille, était évacuée seulement sur un 4+. Donc ça veut dire que comme vous deviez évacuer au moins 4 unités, il fallait en stat, pour réussir, en mettre 8 entièrement à 6 pouces du champ de bataille. Si vous étiez en train de perdre, c'est impossible. Si vous y arriviez, 30 points de victoire. Ou alors, il fallait retenir la moitié des unités ennemies au corps à corps avec nous pour un minimum de 4 unités. À la fin de la partie, chaque unité ennemie au corps à corps avec nous est retenue sur un 4+. Là encore, ça veut dire qu'il fallait, en stat, engager 8 unités ennemies au corps à corps pour gagner 30 points de victoire. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde que ça pouvait jamais fonctionner. D'une part, c'était extrêmement télégraphé. L'adversaire savait qu'on avait choisi une gageur, puisqu'on marquait plus de points de primaire, il savait juste pas laquelle. Si on voit que l'adversaire commence à envoyer toute son armée au centre de la table, ou dans tous les angles, ou qu'il se lance au corps à corps avec nous sans aucune raison tactique, on sait tout de suite ce qu'il essaie de faire, et donc c'est très facile à contrer, il suffit de se désengager du corps à corps, et de s'assurer que l'ennemi puisse pas y retourner, et c'est plié, il suffit de tirer sur les unités qui sont au centre de champ de bataille, il suffit de tuer les unités qui sont dans les angles, c'est vraiment pas compliqué à contrer du tout. En plus, c'était totalement aléatoire, tout se décidait sur des jets de dés, ce qui fait que même en statistique c'était quasi impossible à faire, si vous aviez de la chance vous y arriviez, et vous retourniez la partie avec 30 points de victoire de différence. Un joueur qui en fin de tour 3 avait seulement 5 à 10 points de victoire de retard et contrôlait quand même 2 ou 3 objectifs, et il pouvait aléatoirement décider d'aller gagner la partie complètement avec plus 30 points. Et si on perdait de vraiment beaucoup, au point où on pouvait pas contrôler les objectifs, au point où on se dit en fait 30 points de victoire c'est ma seule chance de gagner,
En général, on n'avait pas les unités pour faire ces missions, et avoir une petite chance de réussir le jet de dés nécessaire, c'était qu'on était en train de se faire exploser. Donc la mécanique simplement ne fonctionnait pas du tout. Nous on l'a testé une fois en partie et on ne l'a jamais réutilisé parce que il y avait jamais aucune chance de faire quoi que ce soit, et clairement c'était même pas très fun de choisir ce genre de mission non plus. Du coup, Games Workshop, se rendant compte que ça fonctionnait pas du tout, les a remplacés dans le pack Paria Nexus. C'est plus des gageurs, c'est des missions secrètes. Ça, c'est ce que vous pouvez toujours jouer actuellement dans la version actuelle du jeu, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. À la fin du 3e tour, le joueur qui est en train de perdre, et pas le joueur qui est en train de gagner, seulement le joueur qui perd, peut choisir une mission secrète, au choix parmi 4 cartes différentes. Si on choisit de prendre une mission secrète, alors on ne peut plus marquer que 20 points de victoire supplémentaires par rapport au score qu'on avait déjà. Et au tour 5, on peut pas marquer de primaire du tout. Ça veut dire qu'en gros, on a le tour 4 pour essayer de scorer le max de primaire, et ensuite il faut réussir la mission secrète pour faire 20 points de victoire si elle est effectuée en fin de partie. Les missions, elles sont assez simples. Soit c'est mettre son seigneur de guerre à portée de l'objectif ennemi et qu'on contrôle cet objectif, soit il faut avoir tué toutes les unités ennemies, ou que chaque unité ennemie qui reste sur la table soit ébranlée, soit en dessous de sa demi-force, soit hors de portée d'un objectif. Ou alors vous pouviez juste contrôler 3 objectifs hors de votre zone de déploiement, donc No Man's Land ou zone de déploiement adverse, ou alors il fallait avoir toutes vos unités de ligne restantes dans la zone de déploiement adverse, et que l'adversaire n'ait soit plus aucune unité de ligne, soit que toutes ces unités de ligne soient dans sa propre zone de déploiement. Bon, et là encore, ça fonctionnait pas vraiment, d'abord parce que là encore, c'est extrêmement télégraphé. L'adversaire sait qu'on a choisi une mission secrète, et il va tout de suite voir que vous essayez de faire foncer votre seigneur de guerre s'il est encore sur la table vers sa zone de déploiement ou son objectif. Il va tout de suite voir que vos unités de ligne, au lieu de tenir des objectifs au No Man's Land, commencent à courir vers chez lui, et que vous commencez à cibler ses unités de ligne à lui. Il va tout de suite voir que vous essayez de jouer uniquement les objectifs, quitte à sortir carrément de votre objectif de chez vous. Ça se voyait instantanément qu'est-ce que l'adversaire essayait de faire, et donc c'était très facile à contrer. C'est toujours d'ailleurs très facile à contrer. Et en plus, certaines de ces missions sont totalement incompatibles avec une situation de grand perdant. Si vous êtes vraiment en train de perdre et que vous vous dites « de toute façon je pourrais jamais scorer plus de 20 points de primaire sur les 2 derniers tours, donc il me faut les 20 points de la mission secrète », et en général, vous étiez pas forcément en mesure d'aller tenir 3 objectifs hors de chez vous, vous étiez pas forcément en mesure de tuer toute l'armée ennemie, enfin toutes les unités de ligne ennemie ou toute l'armée ennemie, il y a vraiment des trucs qui étaient pas faisables du tout. Votre seigneur de guerre, potentiellement, il est même déjà mort, arrivé au tour 3 si vous êtes en train de perdre. Il y a plein de trucs comme ça qui font que, c'était pas évident de pouvoir jouer ces missions-là. L'autre problème, c'est qu'un joueur qui perdait de 1 ou 2 points de victoire à la fin du tour 3 pouvait aussi décider de prendre ses missions secrètes et donc de facilement scorer 20 points de victoire. Si vous êtes joueur 1 ou même joueur 2, vous pouvez, à la fin du tour 3, être à la ramasse de points de victoire, mais avoir tellement lavé l'ennemi et vous êtes mis sur ses objectifs que vous avez toutes les chances de gagner la partie. Sauf que, vous n'avez pas encore scoré ces objectifs puisque vous êtes mis dessus à la fin du tour 3. Ce qui fait qu'au début du tour 4, quand on décide qui prend une mission secondaire, une mission secrète, vous êtes en retard au score. Donc vous pourriez décider de prendre cette mission secrète, de marquer tous vos points de victoire sur vos objectifs, tour 1, sans aucun problème, mettre vos 20 points ou vos 15 points de primaire, et vous dire, au tour 5, tu peux faire ce que tu veux, moi je m'en fous, j'ai ma mission secrète, que j'ai quasiment toutes les chances de faire parce que je suis déjà en train de t'exploser. Donc un joueur qui, en fait, concrètement est en train de gagner, mais est un peu en retard au score, c'est juste qu'il est en position de vous exploser en face, il pouvait prendre ses missions et remporter une victoire vraiment décisive, la garantir à 100%, et ça c'est arrivé dans beaucoup de parties. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignaient même sur différentes chaînes YouTube qui faisaient des rapports de bataille, qui disaient que vraiment, en fait, les missions secrètes, c'était presque un avantage plus pour le joueur qui gagne que pour le joueur qui perd. Donc là encore, ça pouvait fonctionner un peu mieux que les gageurs, mais ça fonctionnait quand même pas vraiment, surtout pas dans un contexte compétitif où on peut volontairement se laisser un secondaire pas marqué, mais qu'on est sûr de marquer au tour prochain, volontairement ne pas le marquer à ce tour-ci, pour être en retard au score, pouvoir faire la mission secondaire, la mission secrète, et ensuite rattraper le score comme un malade sur les 2 tours après. C'était visible, on l'a vu dans certains tournois, c'était une mécanique qui était pas fonctionnelle. Du coup, Games Workshop va encore le changer dans le futur pack de missions secondaires qui va sortir très probablement en juin, qui cette fois n'a pas de nom spécial, il s'appelle juste Chapter Approved, ils l'ont pas appelé Paria Nexus, quoi que ce soit. Ça va remplacer cette fois-ci les cartes de missions secrètes par des cartes qu'ils appellent de Challenger. Au début d'un round de bataille, si vous avez 6 points de victoire de retard ou plus, alors vous pouvez aller piocher une carte du paquet Challenger tirée au hasard, vous la choisissez pas. Sur chaque carte, vous avez un stratagème qui vous coûte 0 PC, et une mission secondaire qui est
a priori des seuls qu'on a vus, relativement faciles à faire, et qui vous rapportent 3 points de victoire. Le joueur va devoir choisir s'il préfère utiliser le stratagème ou faire la mission secondaire. Celle qu'on a vue, on a par exemple traverser les murs, ça c'est un stratagème à 0 CP, on prend une unité, elle peut traverser les murs comme si c'était une infanterie, très fort pour certaines armées, ou alors vous faites une action avec une unité à 9 pouces de n'importe quel bord du champ de bataille et vous mettez 3 points de victoire. Là encore, c'est 3 points de victoire gratos. Une autre carte qu'on a vue, ça vous donne la relance des 1 pour toucher et la relance des 1 pour blesser, soit au tir, soit au corps à corps, gratuitement. Ou alors, vous pouvez marquer 3 points de victoire si vous avez une unité à vous qui a plus de 15 pouces de toutes vos autres unités et qui fait une action. Là encore, pas très compliqué à mettre en place, vous avez en général votre unité qui tient votre objectif de chez vous, qui est déjà loin de tout, ça fonctionne. Est-ce que cette mécanique va être bonne ou pas? C'est un peu trop tôt pour le dire, on a vu que 2 des cartes qu'ils proposaient, il y en aura probablement plus, j'espère qu'il y en aura plus que 4, que c'est plutôt un deck d'une quinzaine pour que ça soit vraiment aléatoire. La mécanique me semble plus intéressante que ce que Games Workshop avait proposé avant. D'abord, ça vous donne un choix. C'est pas du tout ou rien. C'est pas un truc qui change toute la mécanique de votre armée, qui vous fait changer toute votre stratégie au tour 3. C'est un truc qui vous donne un bonus, mais vous continuez à jouer le jeu normalement. Ça vous empêche pas de scorer des primaires, ça vous empêche pas de scorer des secondaires, ça vous donne un petit boost, un petit rattrapage, mais si vous prenez la mission secondaire, c'est que 3 points de victoire, donc ça vous rattrape pas votre retard de 6 de toute façon, puisqu'il faut avoir 6 points de victoire de retard ou plus pour pouvoir le faire. Ou alors vous choisissez de vous donner ce petit bonus qui va peut-être vous permettre de faire un peu plus d'attrition. C'est avec ce petit bonus-là que moi j'ai un peu plus de problèmes. Pourquoi? Parce que 6 points de victoire, c'est peu. Si vous avez eu une mauvaise main dans vos missions secondaires sur ce tour, vous pouvez déjà avoir 6, 7, 8, 10 points de victoire en retard à la fin du tour 1. Il y a des missions secondaires qui vous donnent 5 points de victoire qui sont méga faciles à faire dès le tour 1 si vous avez positionné vos unités de manière pas trop débile. Et si vous, en face, vous n'avez pas de chance, vous avez tiré abattre les hordes que vous pouvez pas faire tour 1, même si l'ennemi a autant de gigantesques unités, et vous avez tiré abattez-le, et bah, il va bien falloir les faire ces missions-là, et bah, vous pouvez pas. Donc vous marquez 0, et votre adversaire, lui, il a peut-être marqué 8 ou 10. Donc ça veut dire que dès le tour 2, potentiellement, vous pouvez déjà avoir 6 points de victoire de retard, et donc, bah, potentiellement gagner un gros bonus potentiel sans même l'avoir vraiment mérité. Vous pouvez aussi décider volontairement de vous handicaper, de ne pas marquer un secondaire à un certain tour parce que vous êtes sûr de pouvoir le faire de toute façon au tour d'après, juste pour pouvoir tirer une carte au tour suivant et marquer vos 3 points de victoire gratos. Imaginons que vous ayez un secondaire que vous pouvez pas marquer et un secondaire que vous êtes sûr de faire à n'importe quel tour. Dans ce cas-là, au lieu de payer un CP pour remplacer votre secondaire que vous pouvez pas marquer, et ben vous décidez de le garder comme ça, vous verrez bien au tour d'après, vous faites volontairement pas le secondaire qui est facile à faire parce que vous savez que vous le ferez au tour prochain, et puis à la fin de votre tour, vous virez votre carte secondaire immarquable pour gagner un PC, vous êtes quand même en dessous de 6, vous tirez une carte de challenger à votre tour, vous avez 3 points de victoire gratos, plus une carte de secondaire nouvelle que vous venez de tirer, plus le secondaire que vous étiez sûr de marquer, et donc au lieu d'avoir un déficit de 6, et ben vous pouvez très facilement vous retrouver avec un bonus de 6, 7 ou 8 points, sans aucun problème, sans même compter les primaires. C'est une mécanique qui est manipulable. J'ai l'impression en tout cas que les missions secondaires qu'ils proposent, elles sont vraiment faciles à faire par n'importe quelle armée. Et puis le stratagème qui est donné, les deux qu'on voit, ils sont quand même forts. Pour 0 CP, la relance des 1 pour toucher et pour blesser, c'est vraiment pas dégueu. Ou alors traverser les murs, il y a certaines armées pour lesquelles c'est vraiment ultra puissant. Si vous avez un Primarque démon, si vous avez des chevaliers impériaux, vous pouvez faire ça sans être ébranlé. Si vous avez une armée avec un gros véhicule, bon ça vous donne quand même un sacré bonus. Alors vous savez pas ce que vous allez tirer, et on ne sait pas combien de cartes il y a, donc ça se trouve il y en a 15, et donc le bonus que vous allez tirer, il est vraiment très aléatoire. Mais un joueur qui est un peu compétitif, je pense qu'il est parfaitement capable de manipuler volontairement son score pour rester en retrait et tirer ses petits stratagèmes gratuits, quels qu'ils soient, pour se donner un boost. Donc j'ai un peu peur que ça soit encore une mécanique qui finisse par avantager un joueur un peu vicieux plutôt que d'avantager son adversaire qui est en train de perdre. Bon, à Age of Sigmar, la mécanique, elle est beaucoup plus simple. Le joueur qui perd, même de 1 point de victoire à la fin du tour, au tour suivant, il gagne 5 points de commandement au lieu d'en gagner que 4. À Age of Sigmar, vous gagnez toujours 4 points de commandement par battle round, c'est tout, il n'y a pas vraiment de manière de manipuler ça. Si vous êtes outsider, vous en gagnez 5 au lieu de 4, vous avez que le battle round pour les utiliser, à la fin du round, ils sont perdus, et au round suivant, on vous en redonne 4 nouveaux, et voilà. C'est utile pour une action défensive ou offensive supplémentaire, pour un mouvement réactif, pour une charge dans le tour adverse, ce genre de choses, mais c'est pas nécessairement surpuissant. Et à Spearhead, c'est encore plus basique, vous avez un petit deck de 6 ou 7 cartes, vous tirez au pif une carte en fonction du plateau que vous avez choisi, et cette carte donne un bonus à l'outsider, et c'est tout. Et le bonus est en général pas trop mauvais, en fonction des match-ups, c'est pas mal.
Bon, du coup, est-ce que ces mécaniques d'outsider en règle générale, c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors moi je pense que d'un point de vue amical, quand vous jouez avec des gens qui sont pas des vicieux, qui manipulent pas, c'est pas une mauvaise idée. Permettre à un joueur qui est moins tactique que vous, qui maîtrise moins son armée que vous maîtrisez la vôtre, qui est moins expérimenté que vous, qui est moins chanceux que vous, qui joue moins souvent que vous, lui permettre de remonter au score, c'est bien. C'est fun, ça maintient un peu d'intérêt dans la partie, sinon ça peut arriver que au tour 3 vous ayez complètement déboîté l'adversaire, vous avez 30 points de victoire d'avance, il n'y a aucune manière qui fait que l'adversaire pourrait rattraper le score, il abandonne à la fin du tour 3, et bon on finit la partie avec un petit sentiment d'inachevé, où il y en a un qui a pas vraiment passé un super bon moment, parce qu'il s'est vraiment fait éclater. Quand vous avez ces petites mécaniques qui vous permettent de remonter au score, potentiellement, vous avez ces petits décalages qui se réduisent et qui du coup donnent l'impression d'une partie un peu plus serrée et un peu plus fun, même s'il y a des vraies différences de niveau de jeu. Ça dépend évidemment de la mécanique. Les missions secrètes ou les cartes de gageurs, je pense que c'était des mauvaises manières d'intégrer cet équilibrage parce que c'est des mécaniques de tout ou rien. C'est des mécaniques qui font que toute votre stratégie doit changer dès le tour 4 et qui soit vous font gagner la partie, soit de toute façon vous pouviez pas gagner donc ça servait à rien de les tirer, soit vous avez gagné mais sur un jet de dés complètement aléatoire. Donc pour moi c'est pas des bonnes mécaniques celles-ci parce que c'est pas des mécaniques de rattrapage, c'est des mécaniques qui vraiment retournent la partie sur un jet de... Enfin vous faites tourner une pièce quoi, hein, vous faites pile ou face et puis c'est plié. Quand les mécaniques sont bien faites, comme celle de Age of Sigmar, avec juste le point de commandement bonus, ou potentiellement les nouvelles cartes Chapter Approved, qui je pense sont un petit peu plus intéressantes comme mécanique de rattrapage, je trouve que ça donne un petit boost, mais ça tue pas le jeu, vous avez pas un pile ou face qui décide de qui va gagner à la fin si vous êtes à peu près au même niveau de jeu. Je trouve que c'est intéressant en amical. Par contre, en compétitif et en tournoi, c'est toujours de mauvaises mécaniques. Toujours, il n'y a pas de jeu compétitif. Par contre, en compétitif ou en tournoi, c'est toujours une mauvaise idée d'avoir ces mécaniques. En compétitif, le but, c'est de gagner. On est là pour faire s'affronter deux armées qui, normalement, sont à peu près équilibrées sur le papier, ou en tout cas les deux joueurs avaient à peu près la même chance d'arriver à une liste d'armées équilibrée. Ça sera jamais 100% équilibré, c'est un jeu de plateau avec des coups en poing et des figurines en plastique qui déterminent des lignes de vue. Il n'y a aucun moyen d'être 100% équilibré. Actuellement, Games Workshop fait pas un trop mauvais boulot sur l'équilibrage par rapport aux éditions précédentes. Donc normalement on joue une partie équilibrée, donc ce qui décide de qui gagne, c'est quand même plutôt le talent du joueur et un petit peu le hasard des cartes que vous tirez et des dés, mais globalement plutôt le talent du joueur. Du coup avec ces mécaniques de rattrapage, on a deux vrais problèmes. Déjà le joueur qui gagne est puni. Vous gagnez, donc vous n'avez pas de boost, c'est votre adversaire qui a des boosts. Ça, en compétitif ou en tournoi, c'est un peu débile. Si vous êtes meilleur joueur, vous êtes meilleur joueur. Votre adversaire qui est en train de perdre, il n'y a pas de raison de l'aider, il est en train de perdre, parce que vous êtes meilleur que lui. Il peut avoir eu peu de chance, etc., mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la partie compétitive. Vous devez avoir prévu vos listes, vous devez avoir prévu vos déploiements et vos contre-attaques et vos plans de jeu, en sachant que parfois vous allez rater vos jets de dés. C'est justement ça qui fait que vous êtes un bon joueur ou un mauvais joueur, c'est que vous êtes capable d'anticiper un peu ça. Il y a vraiment des fois, vos jets de dés vous feront perdre la partie parce que vous avez vraiment rien réussi, mais globalement, vous êtes censé essayer de repêcher la malchance avec votre plan de jeu. Donc un joueur qui gagne devrait pas être puni, le joueur qui perd devrait pas être aidé, pas en tournoi. Ensuite, tout le monde sait que ces mécaniques existent. Tous les joueurs savent que vous pouvez, à un certain point, tirer une carte de mission secrète ou tirer une carte d'outsider quand ça sera le cas, de challenger. Et donc, un joueur qui est un peu vicieux et qui fait des calculs dans sa tête, il peut volontairement se tirer une balle dans le pied pour s'assurer de garder plus de scoring en fin de partie, mais en ayant tiré des bonus sur la majorité des rounds. Concrètement, vous avez un joueur qui peut être en train de gagner la partie parce qu'il déboîte l'armée adverse, il est en position de tout marquer au tour 2, au tour 4, au tour 5, mais il décide de volontairement restreindre son score pour pouvoir rester un petit peu en dessous, tirer ses petites cartes de challenger ou d'outsider, et du coup de mettre des gros tours à chaque fois qui lui permettent, un tour sur deux peut-être, d'avoir des gros bonus que l'adversaire n'a pas. Surtout si vous êtes joueur 2, où vous savez ce que l'adversaire a marqué à la fin de son tour 1, et donc volontairement vous pouvez jouer avec votre score pour ne pas marquer certaines cartes que vous aviez tirées, arriver sous les points de victoire de l'adversaire, aller pêcher votre petit bonus de challenger ou tirer votre petite mission secrète. Ça, c'est des mécaniques qui sont exploitables et manipulables en tournoi, et qui du coup, je pense, n'y ont pas vraiment leur place. Du coup, on en revient au même problème, qui est souvent le cas avec la manière dont on gagne ou on perd une partie dans ce genre de jeu, et c'est toujours le problème de jeu amical ou narratif contre jeu compétitif.
Les mécaniques de rattrapage, c'est intéressant pour des parties amicales, contre vos potes, contre des inconnus avec des niveaux de jeu différents. Ça permet de revenir un peu dans la partie quand c'est bien fait. Ça permet de donner un petit côté aléatoire qui fait peut-être que la partie se décide sur la dernière carte tirée, etc. Ça donne un peu de fun, ça peut donner des moments mémorables, là encore, quand la mécanique est bien faite, ce qui, je pense, n'est pas le cas avec les missions secrètes et n'était pas le cas avec les gageurs. En tournoi ou en compétitif, par contre, ça pénalise la personne qui gagne. La personne qui gagne est punie parce qu'elle gagne, la personne qui perd est récompensée parce qu'elle perd. Et en plus, ces mécaniques peuvent être manipulées, et je pense qu'elles ont donc pas du tout leur place dans une partie compétitive ou de tournoi. On est encore sur ce truc de, je pense qu'il faut compartimenter un peu plus les règles entre les parties amicales et les parties tournoi. Les gens qui veulent jouer en tournoi ou en partie vraiment compétitive, avec du score, où l'objectif c'est vraiment de gagner, quelle que soit la technique, juste en manipulant un peu le jeu, en utilisant des tactiques un peu vislardes de j'étire mon unité de 20 figurines pour tenir 2 objectifs avec, ce genre de truc. Ceux qui veulent jouer comme ça, ils doivent avoir des règles qui récompense ce type de mécanique, qui récompense votre jeu tactique. Par contre, ceux qui jouent en amical ou en narratif, ils devraient pas avoir des mécaniques qui sont trop axées tournoi, et à l'inverse, les joueurs qui jouent en tournoi devraient avoir un jeu vraiment stable, qui n'est pas manipulable, ou en tout cas manipulable le moins possible, et qui n'a pas justement ces mécaniques de si tu perds, t'es récompensé, si tu gagnes, t'es puni. Je trouve que ça n'a pas sa place. Maintenant, évidemment, c'est mon avis seulement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez aimé les gageurs? Est-ce que vous aviez aimé les missions secrètes? Est-ce que vous les aimez toujours? Est-ce que vous pensez que la mécanique de Challenger qu'ils vont introduire dans le nouveau pack de cartes, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vous aimez la variante d'Age of Sigmar? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis ouvert à toute opinion. Moi, personnellement, dans mes parties, je m'en sers jamais de ces trucs-là. Missions secrètes, gageurs, on les a utilisés une fois et puis on les a jamais utilisés. La mécanique de Challenger, je peux me voir l'utiliser dans des parties contre mes potes. Par contre, en compétitif, moi, personnellement, j'aimerais qu'on se dise dès le début, tu sais quoi, on les prend pas parce que c'est trop facile à manipuler. Ou alors on se met d'accord pour pas manipuler volontairement son score, pour pas jouer comme un saligo. Évidemment, tout ça c'est basé sur ce qu'on sait de ces futures mécaniques. Peut-être que ça changera, et peut-être qu'il y a tellement de cartes que c'est pas vraiment manipulable ou exploitable. Bon, et puis je termine évidemment cette vidéo pour vous dire ou vous rappeler que, comme quasiment tous les youtubeurs français qui parlent de Warhammer, j'ai un partenariat avec My Hobby Place. Donc si vous cliquez sur le lien qui est affiché ici, enfin vous tapez le lien qui est affiché ici, ou vous cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez choisir ma chaîne décontractée du Cétan ou du Ctan, en fonction de comment vous voulez le prononcer. Et puis ça veut dire que sur vos achats, je récupère une petite commission. Ça vous coûte pas plus cher, c'est juste que My Hobby Place gagne un peu moins, et moi je gagne un petit peu de sous sur ce que vous achetez. Ça vous permet de soutenir la chaîne en faisant vos achats normalement, vous achetez ce que vous auriez acheté, et si vous me sélectionnez moi, ça me donne un petit bonus. Et puis évidemment, My Hobby Place, si vous connaissez pas, c'est moins cher que le site de Games Workshop en fonction des produits, entre moins 15 et moins 20%. Ils ont en général pas mal de stock, ils ont les précommandes. Moi, c'est le site que j'utilise tout le temps pour faire mes courses quand j'achète du Warhammer, sauf évidemment sur les produits exclusifs site Games Workshop. Et puis si vous utilisez Adblock sur mes vidéos parce que vous aimez pas la pub, sachez que si vous me sélectionnez ne serait-ce qu'une seule fois par mois sur vos achats, ça compense très largement toutes les pubs que vous auriez pu voir, donc ne vous sentez pas du tout coupable. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez, vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels, vous savez pourquoi cliquer dessus aide une chaîne, donc je vous embête pas avec ça, et n'oubliez pas le petit lien My Hobby Place si jamais vous voulez acheter quelque chose. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!